en profite que ce webinaire est enregistré pour que vous puissiez donc avoir accès au replay a posteriori. Vous aurez également accès aux supports de présentation qui vous seront présentés. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire dans le chat, mais ça, vous êtes d'ores et déjà rodés à cette pratique. Le dernier temps d'échange, on laissera aussi la possibilité de pouvoir effectivement poser des questions de vive voix et échanger de vive voix de manière plus interactive. Je pense que c'en est tout pour les informations que j'avais à donner sur ce webinaire et on va donc désormais démarrer sur la première activité, donc sur le temps participatif pour laquelle je vais me tourner donc vers mon collègue Thomas. Thomas, est-ce que tu veux que je partage l'écran ? Merci beaucoup, Marie. Non, mais je vais le partager. Donc, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver effectivement pour ce dernier webinaire, hein, en lien avec eh bien, la suite pour vous, hein, qui pour la plupart avaient réalisé un schéma ou actualisé un schéma des aménagements cyclables et qui vous devez de le mettre en œuvre avec une concrétisation sur le territoire pour les rendre plus cyclables. Et simplement, je vous ai mis le lien dans le chat. Marie, si tu peux mettre aussi le lien directement sur le quiz, hein. On aimerait juste voilà, prendre la température de vos projets. Et si vous cliquez donc, soit sur le lien du quiz, soit directement sur le lien du klaxon, vous avez deux questions qu'on vous pose. La première, c'est est-ce que vous avez finalisé votre schéma directeur des aménagements cyclables? Question simple et fermée, réponse oui ou non. Et puis, autre question, c'est un peu de savoir où vous en êtes dans la mise en œuvre de votre schéma directeur des aménagements cyclables. Est-ce que vous êtes plutôt aux études de faisabilité, donc voilà, le début, hein, est-ce que vous avez déjà finalisé des études d'avant-projet ou de projet, hein, on peut mettre avant-projet et projet, hein, parce que c'est souvent pour les projets de taille, on va dire, d'envergure moyenne, les deux sont assez souvent fusionnés. Est-ce que vous en êtes qu'aux études préliminaires? Donc, pour voter, hein, il suffit de, voilà, vous double-cliquez sur la capsule et puis après, vous cliquez ici sur voter et puis vous pouvez ensuite faire votre choix. Donc, j'espère que c'est OK pour la connexion Oui. au sondage. C'est bon, Marie? Oui, je confirme que le lien, il n'y a pas de lien spécifique pour cette question. C'est le lien qu'a envoyé donc Thomas. Et donc vous allez sous la partie introduction et vous cliquez directement sur les encadrés roses qui est en train de vous montrer Thomas. Très bien, super. On voit que vous commencez. Voilà, il y en a beaucoup, une majorité pour l'instant dans les personnes, mais du coup, je ne sais pas combien de personnes ont répondu, voilà, 13 personnes. Donc là, vous êtes une majorité à ne pas avoir encore mis en œuvre votre schéma directeur, donc ce qui donne toute la pertinence à cette séquence avec vous, hein, ça vous connecter progressivement. Et sur la réalisation du coup du schéma, voilà, une forte, on s'y attendait quand même un petit peu, hein, puisque c'est quand même la toute fin du programme. Vous êtes une très grande majorité à avoir quand même terminé, achevé votre schéma directeur des aménagements cyclables. Et voilà, donc on vous encourage à continuer à renseigner ce sondage pour qu'on se rende un petit peu compte de vos avancements. Et aussi, on a besoin aussi de votre perception des enjeux pour la mise en œuvre de votre schéma directeur des aménagements cyclables. On a avec nous trois personnes, donc collectivités ou expertes sur les questions de maîtrise d'œuvre et d'accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre des aménagements cyclables. Et donc, ils pourront éventuellement essayer de vous donner des éléments de réponse si vous posez vos questions, notamment sur ce board, hein. Donc, quand on parle d'enjeux dans la mise en œuvre des schémas directeurs des aménagements cyclables, c'est aussi des problèmes éventuellement que vous rencontrez. Ça peut être des problèmes de gouvernance, des problèmes très techniques également. Donc, pour participer, il suffit donc d'appuyer sur la petite flèche qui est ici et puis de la renseigner comme ça et vous envoyez ici ensuite. Donc, il y a l'idée qui apparaît. Donc, on vous encourage aussi à renseigner cette capsule qui est partie, mais que je remets ici. Donc, ça permettra de fixer les choses et puis éventuellement aussi de donner des éléments de réponse a posteriori. Voilà pour ce petit temps d'intro. Je vois que ça commence à se remplir. Peut-être qu'on ne va peut-être pas perdre de temps et puis commencer directement le programme en répondant au fur et à mesure sur ce board. Voilà, je te redonne la parole, Marie.
Merci Thomas. Peut-être refaire un petit tour sur les deux questionnaires, histoire les deux. Alors, certaines personnes viennent d'arriver, donc donc j'ai remis le lien Klaxoon dans le fil de discussion. Thomas, avec lequel vous pouvez accéder au questionnaire et qu'on va peut-être du coup juste repartager pour qu'on voit un peu les résultats, parce que je crois qu'il y a eu un peu des changements depuis que tu les as présentés. Donc, comme on peut le voir, on est à 23 votes, donc vous êtes plus de la moitié effectivement à n'avoir pas encore démarré la mise en œuvre du schéma, de votre schéma directeur, mais il y a quand même une partie qui a déjà effectivement déjà démarré ces travaux, donc on voit que vous êtes tous à des niveaux un peu différents, et une partie également qui a déjà démarré des études de faisabilité ou des études avant projet. Donc ça permet effectivement d'avoir une vision d'ensemble. Et sur le fait effectivement d'avoir finalisé, vous êtes encore 5 collectivités à être encore dans la finalisation de votre schéma directeur des aménagements cyclables. Donc effectivement avec des enjeux forts sur aussi la mise en œuvre. Le plateau a disparu sur les différents enjeux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On le remettra a posteriori. Mais je vais donc laisser la parole pour la première présentation. Alors, je vois qu'il y a pas mal de post-it qui ont disparu. Faites attention quand vous déplacez le plateau à pas supprimer effectivement les post-it des autres personnes. Je vais donc laisser la parole à Marie-Julie Masselin, donc de la communauté de communes du Pays de l'Indre, pour nous présenter quelle a été la dynamique de la politique des aménagements cyclables au sein de la collectivité et quelles sont un peu les recommandations pour la mise en œuvre de ce schéma directeur. Bonjour à tous. Donc Marie-Julie Masselin, directrice adjointe de la communauté de communes du Pays de l'Indre. Alors par rapport aux recommandations, des recommandations très humbles, hein, on n'a pas non plus vocation à donner des leçons. Hein. Donc plein écran. Voilà, donc juste pour vous situer d'où je parle, la communauté de communes du Pays de l'Indre, qui est un territoire rural de 24 000 habitants, situé dans un triangle entre Saint-Omer, Calais et Dunkerque, qui a connu une forte évolution de la population et qui est inséré intégralement dans le parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Des enjeux en fait avaient été pointés pour la préservation de la qualité du cadre de vie, des paysages, de la nature lors de l'élaboration de notre plan local d'urbanisme intercommunal entre 2015 et 2019. Et à ce moment-là, on a eu une très forte concertation avec la population qui nous a aussi permis de faire évoluer le projet de territoire pour bien prendre en compte tout le volet mobilité. Notamment pour certains publics, les jeunes ou les personnes âgées qui ont des situations plus d'isolement, que ce soit du coup pour l'accès à l'emploi ou pour les démarches du quotidien. Donc sur cette base, en fait, on a construit notre stratégie de mobilité au regard à la fois, bien sûr, des enjeux environnementaux, mais aussi d'enjeux sociaux que je viens de citer, et aussi, pour prendre en compte également la précarité énergétique de la population. Et donc, comme je l'ai évoqué, cette stratégie de mobilité est partie intégrante de notre plan local d'urbanisme intercommunal. Et derrière, notre plan climat air énergie territorial de 2020 a décliné de façon opérationnelle la stratégie de mobilité, donc avec 3 volets, dont un vraiment dédié au développement des modes doux. L'idée là, c'est vraiment de développer tout l'écosystème vélo, avec donc une action spécifique sur le développement d'infrastructures. Donc, on a les infrastructures cyclables, tout le volet service et le volet animation pour le changement de comportement. Donc, on avait cette chance aussi de l'antériorité de toutes ces constructions de stratégie. Pour définir notre schéma directeur, alors on ne l'appelait pas comme ça à l'époque, notre schéma de développement des itinéraires cyclables. Et donc la base pour nous, c'est vraiment, et ça a été le socle du plan local d'urbanisme intercommunal, où on a une orientation d'aménagement et de programmation dédiée à la mobilité douce.
Donc un document qui a été construit avec les communes via plusieurs ateliers de travail. Et l'idée, c'était d'identifier tous les itinéraires cyclables dans une logique de rabattement vers le bourg-centre principal qui s'appelle Limbre, Limbre étant relié en transport en commun à l'agglomération voisine de Saint-Omer. Donc voilà, on est vraiment sur cette logique de rabattement. Vous voyez sur la cartographie ici des itinéraires en rose qui sont les itinéraires structurants qui permettent de relier donc les bourgs principaux au centre de Limbre. Et derrière, donc vous avez d'autres niveaux de maillage de connexion de nos itinéraires cyclables, les autres couleurs, hein, orange et vert, là où on est plus pour relier les villages entre eux et les hameaux au centre de village. Donc là, pour l'instant, nous, on s'est vraiment concentré sur la partie des itinéraires structurants, les itinéraires roses, on dépasse, on va le voir, les 60 km. Donc ça, c'est vraiment juste pour illustrer cette logique de rabattement. L'idée, c'est bien de relier ce que j'ai évoqué, hein, les bourgs qui offrent des concentrations d'équipements-services au centre de Limbre, où là, on retrouve le pôle d'emploi majeur, le collège. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment cette connexion, ce maillage à l'échelle des 36 communes. Pour construire donc ce schéma cyclable, on s'est appuyé sur notre réseau existant, bien évidemment, avec quelques principes pour les routes départementales. L'idée, c'était de les éviter le plus possible, parce que c'est des routes très fréquentées, hein, il y a beaucoup de monde par chez nous, donc l'idée, c'était de les éviter le plus possible. On a la chance d'avoir un réseau de chemins ruraux qu'on a pu utiliser parfois pour construire des espaces partagés, des chemins partagés. Et puis parfois aussi cette chance de pouvoir reprendre d'anciennes voies ferrées pour travailler sur des voies vertes. À chaque fois, bien entendu, j'aurais dû le rappeler au début, notre volonté, c'est d'avoir les itinéraires les plus directs et les plus sécurisés possibles. Direct parce qu'on n'est pas sur du loisir et donc on ne va pas faire des détours pour rejoindre le centre-bourg de Limbre. Donc vraiment le plus direct et le plus sécurisé possible. Alors parfois, on n'a pas eu le choix que d'utiliser le réseau départemental, mais de ce fait, on s'est appuyé sur les routes à faible trafic, donc ce qu'on appelle de 3e catégorie, où là, ce qui a été validé, c'est des aménagements de type chaussée doux, donc chaussée à voie centrale banalisée, qui se développe là depuis quelques années dans le secteur, qui a été déjà en phase test dans un premier temps, et puis qu'on a développé sur certains tronçons, voilà, où en fait on est sur vraiment des secteurs à faible trafic. Donc là, c'est tout l'enjeu aussi de faire connaître cet nouvel usage de la route et de partage de la voirie. Alors, d'un point de vue calendaire, donc on a pu en fait, donc on a eu cette chance d'être lauréat du premier programme à vélo qui nous a financé notamment la mission de maîtrise d'œuvre. Et en fait, on avait lancé une première voie verte, donc sur une ancienne voie ferrée, entre 2019 et 2021. Donc cette voie verte que vous avez ici en photo a été inaugurée en septembre 2021. Donc, elle est sur une distance d'un peu plus de 5 km. Et en fait, pendant la période Covid, on s'est réunis avec les communes et nos partenaires, donc l'agence d'urbanisme, le département, pour préciser tous les itinéraires. Donc, vraiment pour rentrer dans la concrétisation du schéma défini dans le cadre du PLUI. Et puis, on a enchaîné tout de suite avec une mission de maîtrise d'œuvre pour être en capacité de rechercher et de bénéficier de financement pour la réalisation des travaux. Donc c'est vrai que de ce fait, les choses se sont enchaînées assez rapidement derrière, puisque vous le voyez, là, les marchés de travaux ont été lancés en 2021-2022.
ce qui nous a permis d'être retenus en 2022 à des fonds de l'Europe, le fonds REACT-EU, plus un fonds national sur l'appel à projet aménagement cyclable, donc qui a changé de nom depuis, mais voilà, on avait essuyé les plâtres. Et puis, du coup, là, on est vraiment depuis 2022 sur la finalisation de tout ce maillage, avec des travaux là qui sont en train de se terminer qui vont être terminés d'ici fin d'année. Donc, en plus des itinéraires cyclables, notez également qu'on a réalisé des espaces de stationnement de vélos qui sont répartis dans les communes et quelques stations de réparation gonflage de vélos qui viennent là en complément de stations de mobilité qu'on a sur le secteur. Donc, on a 7 stations de mobilité qui regroupent autopartage et vélo-partage. Donc voilà le rappel en fait de notre maillage sur la communauté de communes. Donc en dehors de la première liaison qui a été inaugurée en 2021, on a un peu plus de 4 millions d'euros. Et donc on a eu financement, je les ai évoqués, de l'État, de l'Europe, mais aussi du département. Voilà. Et donc, bon, par rapport à ce retour d'expérience, peut-être là, quelques éléments qui me semblaient importants. Vous le voyez, c'était tout cette logique, en fait, de mûrissement du projet aussi avec les élus et les partenaires et l'importance d'avoir eu ces études de préfiguration qui ont été réellement partagées avec les communes et pour lesquels on a bénéficié d'accompagnement d'experts sur ce domaine qui est assez nouveau dans notre secteur rural. Donc le CEREMA, on a eu aussi l'accompagnement de la DAV. Je les ai cités, l'agence d'urbanisme bien évidemment. Et en fait, c'est grâce à tout ce réseau, en fait, à ce collectif qu'on a été en capacité de répondre aux appels à projets. Voilà, donc c'est vraiment... C'était des étapes essentielles. Pour le marché de maîtrise d'œuvre, pour nous, ce qui est important de noter, c'est l'importance d'avoir un prestataire qui connaisse les enjeux propres au territoire, donc pour nous, le milieu rural, et d'avoir une expertise à la fois, bien sûr, en VRD, mais aussi en paysage, parce que là, on est, comme je vous l'ai cité, sur des paysages... assez sensible et qualitative. Donc voilà, d'avoir cette sensibilité. Et l'enjeu fort qui a été le fil conducteur, c'est celui de la concertation. Bien évidemment avec les communes, mais aussi avec les riverains. Donc en amont de la définition et puis bien sûr du lancement des travaux, mais aussi pendant les travaux. Et là, on a donc mené des réunions soit par groupe en fait de riverains, à l'échelle parfois de quartiers, voire de hameaux, parce qu'il y avait aussi tout l'enjeu parfois du foncier qui avait été repris, des usages à bien prendre en compte. Je pense notamment aux agriculteurs, aux chasseurs. Donc voilà, c'est bien prendre en compte en fait tout ce qui existe déjà pour que le projet soit compris, approprié et derrière respecté, même si ça n'empêche pas certaines dégradations. Également, point de vigilance, les modalités d'entretien avec les communes. Donc ça a été vu dès le début. Donc on fonctionne par système de convention. Nous, on s'occupe de l'entretien du lourd, des infrastructures, de la signalétique, et puis les communes qui gèrent la partie à bord, espace vert. Et puis ça c'est pour en fait l'appropriation aussi du projet, c'est l'importance de mettre en place tout l'écosystème vélo parce qu'on le voit, les habitudes de déplacement à vélo sont loin d'être acquises, surtout dans notre secteur, et donc il y a vraiment tout cet écosystème à mettre en place pour que les habitudes, les pratiques évoluent. Et donc là, c'est notre priorité. On va dédier, on a 2 postes dédiés à de l'animation publique et scolaire pour la pratique du vélo. Voilà. J'ai essayé de faire
Rapide. C'était très bien et on a le temps, on peut effectivement prendre le temps de répondre aux questions et de compléter. D'ailleurs, si tu as d'autres éléments je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges dans le chat. Je vais peut-être relever les questions qu'il y a eu. Thomas, donc, qui va m'aider à animer ces questions-réponses, ces temps de questions-réponses. Thomas, est-ce que tu peux donc faire remonter un peu les questions qui ont été postées dans le chat? Oui, Marie, il y a déjà une question de Laura Elec, un comité de communes autour de Chenonceau, mais finalement, Marie-Julie, tu y as répondu en partie. C'est déjà, est-ce que la communauté de communes a pris en charge la totalité des travaux et comment ça a été accueilli auprès des communes? Est-ce qu'elles étaient unanimement favorables ou il a fallu négocier âprement? Alors oui, tous les travaux ont été pris en charge par la communauté de communes. Lorsqu'on était sur du réseau départemental, on était en maîtrise d'ouvrage déléguée. Donc ça avait été vu avec le département. Mais oui, tous les travaux, donc c'était financé par la communauté de communes. On a fonctionné, comme je vous le dis, comme ça a été construit déjà depuis plusieurs années, ça a été quand même bien approprié. On n'a pas eu de blocage au niveau des communes, si ce n'est sur une. Donc une sur 36. Bon, blocage, c'est un grand mot, mais c'était un peu plus difficile avec cette commune-là. Au final, la voie verte s'est quand même réalisée. C'était surtout des problématiques liées à la conciliation d'usage pour certains usagers, les chasseurs et les pêcheurs. Voilà. Donc on a trouvé des solutions et au final, c'est bien passé. Mais voilà, on n'a pas eu de problématiques particulières avec les communes. Merci beaucoup. Une autre question de Charles Maguin, qui est directeur du bureau d'études de Solcy, qui va intervenir par la suite, qui pose la question: quels sont ces enjeux du milieu rural que le maître d'œuvre connaissait bien et comment l'a-t-il justifié? Charles, si tu veux aussi ouvrir ta caméra et ton micro pour expliciter ta question, c'est possible aussi. Bonjour. Voilà, je crois que la question est assez claire. C'est une curiosité pour comment mes confrères insistent sur le caractère rural de leur expertise. Bon, après, ça se justifie via des expériences dans ce secteur-là, mais en fait, nous, c'était surtout la prise en compte de cette multitude d'usages et d'avoir ce regard sur la concertation et d'adapter les aménagements à ces usages et donc aux pratiques existantes, à la qualité des paysages et des sites naturels, en fait. Voilà. De pas forcément reproduire un schéma urbain. On n'est pas sur de la voie verte partout. On n'est pas, voilà. Donc vraiment de prendre ce temps de la concertation et d'adapter les aménagements au territoire en question. Ok, je continue du coup sur les questions. Puis Marie, tu m'arrêtes si on est trop short sur le timing. Il y a Monsieur Briand qui pose la question des types de solutions qu'on peut être trouvées avec les chasseurs et les pêcheurs. C'est des systèmes d'accès en fait, parce que parfois on a des voies vertes qui vont intercepter, qui vont passer près de parcelles qui sont gérées par donc des chasseurs, des pêcheurs, et donc c'est toujours bien prévoir les accès. Ça peut être des barrières avec cadenas. C'est surtout de pas, je pense aussi aux agriculteurs, de faire des aménagements qui permettent l'accès s'il y a un accès agricole. Enfin voilà, c'est surtout des questions d'accès. Et après, c'est aussi rassurer sur des a priori, sur des nuisances liées à la fréquentation de ces voies vertes, tous ces itinéraires on n'est pas sur des autoroutes de cyclistes, donc on ne va pas créer des nuisances aux riverains, mais c'est beaucoup aussi de discussions pour rassurer. Peut-être je peux compléter la question en demandant comment s'est passée du coup la concertation avec ces chasseurs et ces pêcheurs. Est-ce que vous êtes allé au cas par cas sur chaque itinéraire? Oui. Comment ça s'est passé aussi concrètement sur la partie concertation avec ces groupes? On n'a pas travaillé avec des fédérations parce qu'en plus, le contexte local, notamment sur la pêche, il n'y a pas
réciprocité, on a travaillé vraiment tronçon par tronçon avec grâce aux communes, on connaissait les associations concernées, les usagers, et donc on était vraiment dans la dentelle avec les groupes concernés. Pour les agriculteurs, par contre, on a eu le soutien aussi de la Chambre d'agriculture. Voilà. Merci. Une question de Benjamin de la ville Lamballe-Armor, donc qui pose la question, est-ce que le schéma directeur cyclable, donc traduit en orientation d'aménagement et de programmation dans le plan local d'urbanisme, est-ce qu'il a été validé ou concerté avec d'autres gestionnaires de voirie? Et il pense en particulier au conseil départemental, et si oui, à quel moment du processus? Oui. Bon, déjà, le département est personne publique associée dans le cadre de l'élaboration du PLUI, mais au-delà de ça, le schéma a été vu avec eux. On avait dès cette étape-là, on avait des ateliers avec eux pour justement choisir les bons itinéraires. Donc, on était sur des itinéraires de principe. Et entre ce qu'on avait mis au PLUI et ce qu'on a réalisé, il y a eu des petits ajustements. Mais dès le PLUI, on avait en effet travaillé avec le département sur ces itinéraires. Eh bien, je continue avec une question d'une autre Laura, donc Laura Chaise, qui pose la question donc des négociations autour du réemploi des voies ferrées. Est-ce qu'il y a eu des difficultés et si oui, comment ont-elles été gérées? Certaines ne sont pas encore solutionnées. Donc oui, les discussions avec SNCF sont très très difficiles. Je pense que c'est partout pareil. On a beau essayer toutes les portes. Non, il y a juste sur un secteur où on a réussi, mais sinon, oui, c'est très complexe. Et donc, parfois, on fait quand même. On n'attend pas toujours les réponses, mais ça fait partie des points sensibles. Merci. On continue avec Laura Elec, donc la communauté de communes autour de Chenonceau, qui pose la question de la compétence voirie. Vous y avez en partie répondu dans votre présentation, mais déjà, est-ce que vous avez la compétence voirie? Et pas du tout. Si vous ne l'avez pas, comment vous avez fait avec les communes? Est-ce que c'était des conventions financières où vous engagiez à participer financièrement donc à tout ou partie des travaux ou une convention globale? Donc en effet, nous n'avons pas la compétence voirie, compétence mobilité bien évidemment, même si quand on a lancé les choses, on ne l'avait pas encore. En fait, on a eu une délibération cadre qui a été prise dès 2019 pour valider la mise en œuvre du schéma directeur. Et après, en fait, comme tous les travaux ont été réalisés par nos soins, il n'y a pas eu les conventions, c'est plus sur l'entretien, mais pas sur la réalisation des travaux, si ce n'est avec le département. Merci. Une question sur le revêtement. Quel type de revêtement utiliser, en fonction de quelle spécificité, suivi d'une question financière. Donc, les deux questions sont posées par Rebecca Boru. Comment financièrement vous avez réussi à sortir 4 millions? Voilà. Ah, quoi. Alors sur le revêtement, on a dû en fait, par rapport au projet initial, aux premières études de faisabilité, pour rentrer dans les critères de recevabilité, notamment de l'appel à projet aménagement cyclable, on a dû réaliser les voies vertes. Le critère, c'était soit enrobé, soit béton. Du coup, nous, on a pris du béton parce qu'en plus, on a un gros producteur de béton local. Voilà, donc c'est en béton. Alors, pour la partie voie verte, après, bien sûr, on est sur des réseaux départementaux, auquel cas, on reprend de la route existante qu'on requalifie. Et après, sur les chemins partagés, on essaye aussi d'avoir des bandes végétales au milieu. Mais sinon, sur le global, on est en béton. Et puis, du coup, sur comment on a réussi à mobiliser 4 millions,
là, c'est une volonté stratégique et politique. En fait, on a un budget à l'échelle de notre communauté de communes, hein, qui n'est pas exponentiel, mais comme c'est l'axe prioritaire, hein, de notre plan climat, et donc tous les moyens, tous les efforts ont été mis sur ce développement des itinéraires cyclables. Donc, et grâce au financement qu'on a trouvé, c'est aussi ce qui nous a permis de mobiliser ce budget. C'est vraiment de la volonté politique. Merci beaucoup. Donc, alors après, c'est plus une question, c'est un témoignage, donc avec des difficultés sur les questions d'aménagement cyclable sur ancienne emprise ferroviaire, voilà, qui sont avec un témoignage de Pornic Aglo, et puis une question de Julie. Toujours de Pornic Aglo, quelles sont si possible précisément, la manière dont vous organisez la répartition des responsabilités d'entretien entre vous, communauté EPCI, et puis les communes? Donc sur l'entretien, donc là par convention avec les communes, nous on entretient les infrastructures cyclables et la signalétique. Et les communes entretiennent les abords et la partie, s'il faut, aménager, enfin couper des arbres, voilà, sur la partie plus abord. Mais sinon, sur les infrastructures, ça reste la communauté de communes. Donc, par exemple, on a dû intervenir suite aux dernières inondations, avec des voies vertes qui venaient juste d'être faites et qui ont été détériorées avec les grosses inondations qu'on a connues à l'hiver. Eh bien, merci Marie. Je continue. Du coup, les questions s'enchaînent, hein, avec une question d'Audric Blondin qui pose encore une fois sur les questions de difficulté de mise en œuvre, la question du foncier qui revient souvent quand on fait des aménagements en site propre. Donc, quelles difficultés ou quel succès d'ailleurs vous avez pu rencontrer, et est-ce que vous avez dû en passer par la DUP ou pas pour acquérir ces tenements? Non, il n'y a pas eu d'expropriation. Sur les parties, il y a eu juste un cas en fait sur la première liaison douce où il y a eu de la reprise de foncier. Qui a été géré par la commune concernée. Voilà, mais ça s'est fait du coup parce que comme on l'avait identifié dès le PLUI, dès les années 2017, ça s'est traité entre 2017 et 2000, en 2-3 ans. Voilà. Et sinon, non, il n'y a pas eu d'autres soucis de foncier. Et après, je ne sais plus, il y avait une autre question? Non. Alors, de toute façon, ça continue, toujours plus précis. Oui, d'accord. Sur les questions d'entretien, Julie qui pose la question de qui a la responsabilité d'entretenir la séparation entre la piste cyclable ou la voie verte et puis la chaussée motorisée, notamment quand c'est une bande végétalisée. Donc là, c'est nous, du coup. On travaille en fait avec une entreprise d'insertion locale qui gère nos espaces verts. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais du coup, ils interviennent sur ce réseau-là. Et c'est également une entreprise qui travaille avec les communes pour leurs propres espaces verts. Donc, ils connaissent bien le territoire aussi. Très bien. Une question de Ashvin, toujours sur les questions de gouvernance et de contractualisation. Vous n'êtes pas maître d'ouvrage, vous n'avez pas la compétence voirie. Et donc, vous intervenez sur du domaine public de la voirie communale. Et comment vous avez pu concrètement le faire? Quels documents juridiques vous avez mis en place pour pouvoir, du coup, intervenir sur du terrain qui n'est pas le vôtre? On n'a pas spécialement eu de documents juridiques à ce niveau-là. On est intervenu de concert avec les communes, mais il n'y a pas eu de... Je vous l'ai dit, la seule délégation de maîtrise d'ouvrage qu'on a eue, c'est sur le réseau départemental. Après, de toute façon, sur le reste, oui, la réalisation de chaussées douces, c'était de la signalétique. Et puis après, sur le reste, on était sur de l'emprise communale, en effet, mais il n'y a pas eu de traduction spécifique d'un point de vue conventionnement sur ces
sur ces Mais voiries. d'accord. Et pour autant, la personne responsable du marché de travaux qui Oui, signait, ça restait le président de la communauté de communes et qui signait tout pour à des fait. travaux. D'accord. Oui, oui. Toujours des questions. Rebecca pose la question de la position du département sur les chaussées départementales. Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Sur les Chaussy-Doux, peut-être. Oui. Je ne sais pas. Et Rebecca, tu peux ouvrir ton micro et puis préciser ta question. Alors peut-être ça nécessite qu'on te débloque le micro, peut-être. C'est ça? On va y arriver. Hop. Ah, je pense le oui, c'est peut-être pour les Chaussy-Doux. Normalement, c'est bon. Rebecca, vous pouvez. Oui, Voilà. oui, bonjour, ça marche. Oui, c'était pour savoir un peu est-ce que le département était un peu moteur dans les aménagements sur les routes et ce que vous aviez principalement fait, c'était des Chaussy-Doux, c'est ça? Est-ce qu'il y a eu d'autres types d'aménagements? Parce que chez nous, le Chaussy-Doux, ça a été un peu botté en touche. D'accord. Voilà, il y avait plutôt un nom, il y a un mauvais exemple à côté, donc ça a été plutôt éloigné. Voilà. Pour ça, un Non, petit peu. nous, en effet, c'est même, enfin, si vous voulez, le département avait déjà expérimenté des Chaussy-Doux. Alors, je ne sais plus en quelle année exactement, mais sur le littoral, qui avait bien fonctionné. Et de ce fait, en fait, le choix du Chaussy-Doux a été vu avec eux. Aussi, on a été aiguillé par le CEREMA dans ces types de choix. Mais non, au contraire, ils étaient très partants. Et puis après, bon, voilà, on a adapté on a vraiment choisi la localisation de ces Chaussy-Doux là où c'était possible, où c'était quand même sécurisé. Il y a eu, voilà, enfin, ça a été vu ensemble. On n'a pas la largeur, la signalétique, tout ça, ça a été vu avec eux. Merci. J'en profite juste pour redire ce que j'ai écrit dans le fil de discussion. Donc sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, soit dit en passage, voilà, on s'est rendu compte que le chaussée à voie centrale banalisée, c'était particulièrement peu compréhensible. C'est un vocable qui est hérité de la Suisse. Donc tout en gardant le même cycle, on a remplacé le B de banalisé par bidirectionnel. Mais bref, tout ça pour vous dire que cet objet, il fait l'objet d'une refonte quand même, d'une reprécision des recommandations nationales. C'est la chaussée à voie centrale bidirectionnelle. Les recos, elles datent de 2017. Depuis 2017, énormément de choses ont changé dans les recommandations nationales d'aménagement et il n'y a pas de raison que cet objet chaussée à voie centrale bidirectionnelle, il échappe à la règle de se moderniser dans le domaine d'emploi. Et donc, on travaille sur une fiche qu'on a déjà passée en consultation d'un certain nombre de collectivités partenaires, que ce soit des grandes agglomérations, des collectivités de toute taille, des bureaux d'études aussi se sont prononcés sur cette publication. Et ce qu'on constate, c'est quand même que globalement, pour vous donner un aperçu des évolutions, c'est que on est quand même dans une perspective de revoir un petit peu le domaine d'emploi avec on va dire des volumes, des recommandations existantes compatibles avec la chaussée à voie centralisée qui sont quand même globalement revues à la baisse. Ça fait partie des consensus quand même autour de cet objet. Alors, la baisse, combien on va revoir ces volumes de trafic motorisé à partir desquels on peut envisager une chaussée à voie centrale banalisée, c'est pas encore tout à fait stabilisé, mais on a quand même ces sujets-là et on a aussi des sujets sur les vitesses maximales autorisées en lien avec la possibilité de mettre en place la chaussée à voie centrale banalisée et aussi pour finir sur la conception, sur le profil en travers type d'une chaussée à voie centrale bidirectionnelle, les questions sur les visibilités. Tout ça pour vous dire que si vous avez des projets de chaussées à voie centrale bidirectionnelle sur vos territoires qui ne sont pas encore actés ou qui ne sont pas encore sur le terrain, moi, je peux communiquer avec vous sur ce projet de fiche avec toutes les précautions d'usage parce que voilà, il n'est pas encore stabilisé et puis on a besoin quand même d'un tampon de l'État, des administrations centrales sur cette publication. Mais voilà, je peux tout à fait mettre à disposition ce document pour que vous ayez un peu une idée de ce vers quoi on va sur ces questions d'évolution réglementaire, de recommandation, pardon. Alors, du coup, pendant que je parlais, il y a eu pas mal beaucoup de questions. Alors, une question, non, pardon, c'est mon fil qui n'a pas évolué.
Non, finalement, il n'y avait pas de questions supplémentaires. Ben, Marie, je te laisse la parole pour la suite. Merci Merci à vous. beaucoup Thomas et merci beaucoup à Marie-Julie pour répondre à toutes ces questions et effectivement les retours d'expérience des collectivités. Moi j'avais peut-être une dernière question, je ne suis pas certaine que tu l'aies mentionné, c'est sur les maîtrises d'œuvre et ça permettra de faire le lien avec la prochaine présentation, sur les maîtrises d'œuvre que vous avez prises, sur notamment la rédaction du cahier des charges. Est-ce que du coup vous aviez un département dédié à la rédaction des cahiers des charges? Est-ce que vous avez des difficultés ou des recommandations particulières sur justement comment recruter une maîtrise d'œuvre et quels points d'attention? On a des très petits services, hein, donc on n'a pas du tout de service marché. Voilà, donc non, ça a été fait directement par nos soins, donc à la direction. Après, voilà, on a eu le... Bon, de toute façon, comme on devait suivre aussi les critères des différents appels à projets, ça cadrait beaucoup la mission de maîtrise d'œuvre quand même, hein, sur les attendus. Le schéma étant déjà tracé aussi, ça aidait. Donc voilà, enfin ça c'est. Je pense que comme on avait déjà cette base et on avait les idées claires sur ce qu'on voulait, non, il n'y a pas eu de recommandations ni de sujets particuliers sur le recrutement des maîtrises d'œuvre. Bah, merci beaucoup pour ton intervention et du coup Merci à il me vous. semble que tu vas donc nous quitter, donc merci Désolée. pour ce non très bien, merci d'être intervenu et pour ce retour d'expérience très riche. Je vais donc désormais laisser la parole à Thomas Guinet du bureau d'études justement SCE qui réalise de la maîtrise d'œuvre et qui va un peu nous parler du rôle clé justement de la maîtrise d'œuvre et des enjeux à avoir en tête, notamment dans la phase des études amont pour la réalisation des aménagements cyclables. Thomas, je te laisse présenter ton support. Ok, merci et bonjour à tous. Moi, je vais vous présenter de la même manière une présentation, une synthèse assez humble des sujets à prendre en considération dans le cadre de la validation de votre schéma directeur, surtout sa mise en œuvre et toutes les étapes à engager et à prendre à avoir en tête avant de lancer ou pendant la maîtrise d'œuvre. Pour être tout à fait transparent, on avait imaginé avoir deux présentations, une sur cette phase intermédiaire et une vraiment concentrée sur la réalisation et la maîtrise d'œuvre. Dans le temps qui nous était imparti, on n'avait pas le temps forcément de monter cette présentation. Donc, si vous avez des questions très précises sur des sujets de maîtrise d'œuvre, je pourrais aussi vous inviter à revenir vers moi par ailleurs et vous orienter vers les collègues maîtres d'œuvre. Mais néanmoins, je vais essayer de vous éclairer au maximum sur ce point-là. Tout le monde voit bien mon écran? Pas encore. Pas du tout. Non. C'est en train de charger. C'est bon. Merci. Donc, effectivement, un mini sommaire, hein, mais c'est rappeler quelques étapes à avoir en tête entre le schéma directeur et ses réalisations de chantier. Comment solliciter le maître d'œuvre? En fait, c'est surtout quel type de marché vous pouvez envisager en fonction du dimensionnement. Les sujets à anticiper avant la consultation. On voit qu'il y a un certain nombre d'écueils ou de sujets qui apparaissent en maîtrise d'œuvre et qui ne sont pas forcément anticipés, qui créent des décalages de calendrier et parfois un peu de frustration. Et puis des points d'attention durant la maîtrise d'œuvre qui sont importants. Tous ces éléments-là, je fais une petite parenthèse par rapport à la présentation précédente, ils sont effectivement liés au dimensionnement du projet, au nombre d'interlocuteurs ou de collectivités qui vont être sollicitées dans le cadre du projet. Sur une voie verte, la collectivité, et notamment la Comcom, va pouvoir assurer l'entièreté de la maîtrise d'ouvrage et du financement sous réserve de ses capacités, mais il n'y a pas de frein majeur. Et effectivement, dès qu'on va venir travailler sur des infrastructures existantes,
qu'elles soient départementales ou communales, on va avoir besoin de maîtriser un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus complexes et nombreuses. On va le détailler tout à l'heure. Donc, sur le schéma directeur cyclable, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est important pour comprendre la suite. Les objectifs principaux, c'est à partir du moment où on part quasi d'une page blanche, ou en tout cas d'une stratégie de territoire urbaine et de mobilité, c'est de tracer, c'est de définir des lignes de désir et de les hiérarchiser, comme ça a été présenté tout à l'heure, avec des axes structurants et un maillage secondaire. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ores et déjà commencer à aborder des principes de liaison ou principes d'aménagement, c'est-à-dire typiquement, comme on l'a vu, essayer de privilégier le long des routes départementales, pourquoi pas des chaussées, alors il va falloir que je m'habitue au nouveau nom, mais des chaussées à voie centrale bidirectionnelles ou des voies vertes par acquisition foncière sur les parcelles d'accotement ou sur les accotements en eux-mêmes. J'ai pu constater dernièrement. C'est des éléments qui sont intéressants à partager dès le schéma directeur, notamment avec le département pour apprécier la politique en cours ou à venir du département en termes d'aménagement cyclable. Idem d'ailleurs pour les communes. C'est intéressant aussi d'avoir des premiers éléments chiffrés. Donc c'est du ratio, mais ça permet quand même d'avoir un certain nombre d'éléments. Et par expérience aussi, il faut se méfier du chiffrage uniquement à la cartographie. Avoir un recul d'expérience de maître d'œuvre et tous les aléas qui peuvent être justement découverts par la suite sont importants, donc qui peuvent parfois avoir l'effet d'une douche froide sur les élus lorsqu'on travaille justement ensuite en faisabilité ou en AVP et on consolide des chiffrages qui avaient parfois été sous-estimés. Et puis l'un des points très importants qui a été abordé tout à l'heure, c'est effectivement la répartition des financements et des maîtrises d'ouvrage. Les schémas directeurs souvent lancés par des comités de communes qui n'ont pas la compétence voirie, mais qui sont AOM. Et derrière, pour éviter qu'on se retrouve avec un schéma directeur peu applicable ou dont son application n'a pas été anticipée, il est vraiment primordial dès cette étape-là d'aborder les notions de coût, de financement, de répartition des financements et en études et en travaux et aussi en entretien, comme ça a été évoqué tout à l'heure avec des conventions à passer. Et de la même manière avec les maîtrises d'ouvrage pour la mise en travaux. Donc une fois qu'on a réalisé ce schéma directeur, en fonction de sa finesse, qui est liée souvent à la taille du territoire, au budget de ce schéma directeur et à l'ambition en termes de linéaire, on peut soit engager directement une maîtrise d'œuvre avec des études préliminaires qui sont nécessaires pour stabiliser et préciser l'aménagement, parce que des fois c'est juste une flèche entre deux polarités ou le long d'un axe existant, ou on peut passer par une étude de faisabilité. Donc, étude préliminaire, première étape d'une maîtrise d'œuvre, ou étude de faisabilité qui va être décorrélée, qui permet de ne pas forcément lancer immédiatement une maîtrise d'œuvre, mais qui va permettre de travailler de façon plus précise sur la définition de l'itinéraire, sa faisabilité, son insertion possible ou pas, compléter le diagnostic technique justement sur une échelle plus fine. On a tendance à parler d'entonnoir, on a travaillé à l'échelle du territoire sur le schéma directeur, puis sur un fuseau ou un faisceau, puis sur un tracé et un principe d'aménagement à engager. Très important, interroger le volet réglementaire à partir du moment où vous allez solliciter des périmètres sous protection environnementale, notamment, ou urbaine, et donc cibler toutes les procédures potentielles à engager, qui va définir votre calendrier préopérationnel. C'est d'ailleurs ces procédures-là qui peuvent être aussi intégrées par des bons de commande ou par des marchés subséquents dans le cadre d'une étude de faisabilité, si elle est lancée dans le cadre d'un accord cadre. S'assurer de la maîtrise du foncier, ou en tout cas soit des opportunités, soit des process à engager ou des discussions à engager avec les propriétaires. C'est parfois des choses qu'on n'anticipe pas et on lance les maîtrises d'œuvre sans s'assurer de ça. Ça peut permettre aussi du coup de valider des choix d'insertion, stabiliser le programme et les procédures à engager vis-à-vis notamment des volets réglementaires
Et puis, on identifie toutes les investigations complémentaires à engager sur la détection des réseaux, sur la géotechnique, sur le foncier, etc., etc. Et qui sont des éléments, vous allez le voir tout à l'heure, qui sont importants en maîtrise d'œuvre et qui ne sont parfois pas engagés au moment de l'engagement de cette mission. Donc, l'objectif, c'est d'aboutir d'une cartographie telle qu'on l'a vu tout à l'heure à un plan, une esquisse opérationnelle sous des logiciels adaptés et dans la mesure du possible avec un plan topographique. Mais encore une fois, il y a différents types d'études de faisabilité qui peuvent être uniques pour un tracé sur lequel on peut aller vraiment loin dans ce niveau de détail et c'est vraiment déterminant à partir du moment où on va traverser des zones en contrainte et lancer la maîtrise d'œuvre où on a pu constater parfois des études de faisabilité sur une sélection de 4-5 axes qui étaient déterminés comme prioritaires dans le schéma directeur précédent et qui va permettre de stabiliser le niveau de faisabilité, de consolider les chiffrages et de peut-être évincer ou relancer en étude des lignes, des liaisons qui potentiellement s'avéraient plus complexes. Ensuite, donc en maîtrise d'œuvre, les différentes étapes qui peuvent être lancées, donc c'est les avant-projets qui vont nous permettre de stabiliser un profil en long et un profil en travers avec des plans beaucoup plus précis, des chiffrages également, et on identifie précisément les périmètres et acquisitions foncières à engager. Puis on commence à rédiger des notices précisant la géométrie, les contraintes, les ratios qui se stabilisent de plus en plus et l'incidence dans le contexte réglementaire avec les procédures à engager, voire les études à engager à ce niveau-là. On va en parler tout à l'heure. Puis le pro, on stabilise véritablement le projet avant la consultation des entreprises avec des plans à des échelles beaucoup plus fines. On parle dorénavant de signalisation, on positionne les panneaux, de revêtement. Parfois, c'est oublié, on intègre le mobilier. Donc, en aménagement cyclable, c'est des éléments qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Puis, on fait toutes les coupes techniques pour pouvoir engager les marchés derrière travaux. Et enfin, derrière, donc c'est les DCE. Puis pour le maître d'œuvre, c'est l'accompagnement des entreprises jusqu'au suivi de chantier et la réception de travaux. Donc les DCE, ils contiennent les pièces graphiques du projet, les pièces écrites, donc le cahier des charges, le bordereau de prix unitaire, le détail des quantités estimatives et puis les pièces administratives. Donc ça, soit vous le menez justement en solo, entre guillemets, comme l'exemple tout à l'heure, ou sur des projets un peu plus dimensionnants ou qui nécessitent des consultations plus complexes, c'est au maître d'œuvre qui se charge de ça. Il va aussi permettre de découper l'opération en lots. C'est des choses qui ne sont pas forcément tout le temps anticipées et des lots qui vont être, ou des phasages opérationnels qui vont être déterminés en fonction de l'usage potentiel, des opportunités, pourquoi pas foncières ou techniques, de l'usage ou de la praticabilité de l'aménagement, c'est-à-dire qu'on ne va pas aménager un tronçon seul, isolé, au milieu de deux champs, mais on va systématiquement suivre une liaison d'un point d'origine à un point de destination, en saisissant les opportunités des différents concessionnaires ou partenaires qui pourraient être concernés par le projet. On enfonce des portes ouvertes, mais c'est des choses qui sont parfois pas anticipées. Sur les modalités de consultation de maîtrise d'œuvre, en général, donc ça va être une consultation ouverte qu'on va pouvoir découper en fonction du volume. On peut avoir des accords cadres. Il y a des agglomérations, je pense à Angers, par exemple. Il y a les voies lyonnaises à Lyon, Bordeaux également, qui lancent des accords cadres multi-attributaires et qui lancent des marchés auprès de différents maîtres d'œuvre pour réaliser plusieurs lignes successives ou à différentes phases de maîtrise d'œuvre, diagnostic, EP, AVP Pro, etc. On peut avoir des marchés uniques pour des opérations uniques, comme son nom l'indique, ou des accords cadres mono-attributaires avec des marchés à bon de commande qui peuvent être sollicités justement en fonction des études réglementaires, par exemple, lorsqu'elles n'ont pas été menées en amont. Mais au-delà de ça, comme je le disais, il y a plusieurs points majeurs à anticiper et que nous, on constate en maîtrise d'œuvre par ailleurs.
C'est justement, comme je le disais, c'est l'anticipation des contraintes réglementaires et des procédures que ça peut soulever. Alors après, on peut se rassurer, on parle d'aménagement cyclable et que même indépendamment des contraintes qu'on va soulever sur des zones humides, sur des espaces boisés classés, sur des périmètres de captage ou d'autres secteurs agricoles ou sous contrainte, on porte quand même un projet qui est plutôt bien apprécié par les services de l'État. Et à partir du moment où on a engagé tous les argumentaires et les études amont pour spécifier les raisons de tel ou tel choix, c'est des choses qui se passent en général plutôt bien à partir du moment où c'est bien argumenté. Néanmoins, il faut le faire en amont. Et c'est beaucoup de temps, c'est du budget, et c'est parfois pas tout le temps anticipé à l'issue du schéma directeur. J'ai un exemple dans le Morbihan, une collectivité qui lance, le département qui lançait une liaison cyclable dans un secteur très protégé, avec un franchissement de cours d'eau. Il y en a pour plus de 100 000 € d'études de faisabilité parce qu'on va engager un inventaire faune flore, par exemple, dans le cadre de ce volet environnemental. Néanmoins, une fois qu'on a fait ça, on a stabilisé véritablement tous les risques réglementaires du projet. On peut le faire valider par les services de l'État et du coup engager de façon plus assurée la maîtrise d'œuvre derrière avec un calendrier surtout qui est stabilisé, un coût également stabilisé qui évite toute mauvaise surprise, notamment aux élus, dans un contexte comme actuellement préélectoral où on a des sujets de timing qui sont inhérents à chacun. Autre sujet qu'on rencontre parfois en étude de faisabilité, il nous est arrivé de nous demander de travailler sans forcément de levée topographique. Et du coup, on arrive à la limite de l'exercice entre un schéma directeur et une faisabilité. Il est difficile parfois d'aller beaucoup plus loin sur la validation d'une faisabilité d'insertion d'aménagement cyclable le long d'une ERD, par exemple, si on continue à travailler sur photo aérienne ou sur cadastre. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'anticiper ça à minima avant la maîtrise d'œuvre, mais même pourquoi pas dès les études de faisabilité ou dans le cadre des EP lorsque on n'a pas de faisabilité avant. Donc, des études préliminaires dans une maîtrise d'œuvre. Donc, c'est vraiment important. Ça permet notamment pour le maître d'œuvre ou pour le bureau d'études qui est sollicité en faisabilité d'anticiper aussi un certain nombre de choses. En pré-FESA ou en schéma directeur, on va dessiner un trait sur une carte, on va essayer de le faire rentrer, on va lui déterminer une largeur, on va le faire rentrer sur un cadastre. Et si on est un peu contraint, on va se dire, pour l'avoir vécu, on va essayer de rentrer au chausse-pied 3 mètres dans 3,50 m de disponibilité. Sauf que on n'anticipe pas quand on réalise ça, le fait que déjà quand on travaille sur photo aérienne ou sur du schéma directeur, on n'a pas ce niveau de précision-là. Et puis, on n'anticipe pas les emprises nécessaires aux travaux d'aménagement de cet aménagement cyclable qui sont souvent largement supérieurs. Et les emprises, comme ça a été évoqué tout à l'heure, les emprises nécessaires à l'entretien. Et en fonction des engins qui sont utilisés et des méthodes d'entretien qui sont utilisées par le territoire, on peut avoir besoin d'emprises et d'accès plus dimensionnants. Donc, lorsqu'on insère des aménagements cyclables le long d'une voirie, par exemple, je vous invite véritablement à prendre de la marge, que ce soit en acquisition ou avec l'espace disponible, pour anticiper ces points-là. Donc, d'où l'importance de solliciter un géomètre en temps et en heure. Puis les géotechniciens, ils vont être sollicités potentiellement un peu plus tard, mais ils peuvent être dès les EP, pour tester et diagnostiquer la structure du sol, des infrastructures existantes, mais aussi du sol à proximité, ce qui va nous permettre au maître d'œuvre de bien dimensionner son aménagement, sa structure, et donc son chiffrage derrière et ses DCE pour la consultation et ses cahiers des charges pour la consultation des entreprises. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est les éléments de foncier. Là, on arrive effectivement dans une point de détail qui peut paraître précis au sortir d'un schéma directeur, mais qu'il est nécessaire d'anticiper.
Tout ce qui va être acquisition foncière va soulever aussi potentiellement d'autres sujets, notamment sur des parcelles bâties. Vous devez anticiper non seulement ces coûts d'acquisition, mais aussi le fait de rétablir les clôtures, les portails actuels, tout ce qui va être coffret gaz électrique qui peuvent être en bordure de voie. Il est important d'anticiper également ces interventions. Et puis des emprises publiques qui sont déjà occupées, notamment par des fossés. Il y a 15-20 ans, on pouvait encore se dire on va buser un fossé et puis créer un aménagement cyclable dessus. Dans le contexte environnemental actuel, c'est des choses qu'on fait quasiment plus. On va vraiment positionner très ponctuellement des éléments de busage à des carrefours ou sur des sujets ponctuels. Mais sinon, on va plutôt essayer d'aller au-delà, notamment avec justement les évolutions du climat et potentiellement au bord des fossés. On voit aujourd'hui des aménagements cyclables qui sont positionnés trop proches en bordure de fossés et qui se dégradent très très rapidement. On voit par exemple sur la chaussée en photo en bas, mais on a les mêmes choses sur des aménagements cyclables qui ont des structures plus légères et qui se dégradent encore plus vite. J'ai parlé des coffrets, ça soulève le sujet des concessionnaires. Et encore une fois, c'est des choses qui sont rarement sollicitées ou en tout cas anticipées. Et justement, lorsque vous êtes au sortir d'un schéma directeur ou d'une FESA et que vous voulez lancer une maîtrise d'œuvre, il est important de les solliciter, ces différents concessionnaires, parce que vous pouvez avoir des opportunités. Enfin, l'aménagement peut solliciter des opportunités conjointes pour éviter de venir détériorer un aménagement tout neuf parce que le concessionnaire avait planifié peut-être 6 mois plus tard, 1 an plus tard, d'enterrer ses réseaux ou de faire une réflexion sur ses réseaux enterrés ou de déplacer ou de renouveler ses équipements. Donc, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment important à anticiper. Et puis, sur le pro, on va pouvoir échanger avec les futurs gestionnaires. On en a parlé tout à l'heure. La communauté de communes, elle va porter financièrement ou par délégation de maîtrise d'ouvrage un aménagement ou par maîtrise d'ouvrage, par exemple, sur une voie verte qui va être réalisée par des acquisitions à travers des parcelles agricoles, par exemple. Mais il est important de discuter avec le futur gestionnaire des modalités d'entretien, notamment avec le type de véhicule ou la fréquence d'entretien, les modalités d'entretien qu'on a évoquées tout à l'heure, le mobilier, ses accès et son niveau d'entretien également, et puis les règles d'aménagement qui sont inscrites dans les documents du département ou de la commune pour pouvoir intégrer des aménagements cyclables dans des espaces contraints. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dès le schéma directeur. Et on arrive à la fin des sujets qui arrivent. Alors, on nous pose souvent les questions parce que c'est des sujets qui également sont plutôt d'actualité sur la qualité des revêtements, notamment lorsqu'on va être dans des zones un peu protégées ou sensibles. Donc, on est forcément force de conseils et de retour d'expérience là-dessus, sur des revêtements drainants ou pas, vis-à-vis de leur incidence réglementaire et de leur pérennité dans le temps. Sur la capacité, on parlait tout à l'heure de cohabitation agriculteurs-vélo sur des chemins d'exploitation ou des routes secondaires ou des voies vertes auxquelles on autoriserait ponctuellement le passage de chemins agricoles en traversée ou sur des sections restreintes. Quel type de revêtement, quel type de structure. En tout cas, tout ça, c'est des choses à anticiper pour que nous, en tout cas les maîtres d'œuvre, soient force de conseil et puissent bien, encore une fois, identifier les enjeux sur le revêtement, sur la structure, sur la largeur de l'aménagement. Alors, encore une fois, bon, voilà, on a mis quelques éléments sur les durées de vie des différents types d'aménagement. Encore une fois, je veux pas minimiser l'impact d'un aménagement perméable, mais on est sur des aménagements cyclables et on peut parfois avoir des revêtements non enrobés qui peuvent être finalement, in fine, parfaitement compatibles. Et j'ai terminé sur la dernière diapo sur le matériel, mais j'en ai déjà parlé, des choses à anticiper.
Sur le stationnement, ça apparaît pas tout le temps et c'est important de l'anticiper dans nos aménagements. En termes de dessert, pourquoi pas de réseau également. Et puis le mobilier, qui n'apparaît pas souvent dans les études préalables. Voilà ce que je peux vous présenter aujourd'hui et je suis à votre disposition. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation très complète. Je vais donc me tourner. Je ne sais plus. Comment départager? Attends, je peux. Exactement. Je vais me tourner en attendant vers Thomas. Thomas, pour faire redescendre les questions des lauréats. Oui, Marie, déjà des questions d'ordre de grandeur posées par Ashwin. Donc sur le temps environ d'une étude de FESA qui donne l'exemple de 10 liaisons pour 50 km. Alors Charles Maguin de Solcy a donné des éléments de réponse qui évaluent à peu près à 1 an sur 10 liaisons de 50 km en pointant très justement le fait que ça dépend vraiment du type de territoire sur lequel on est, rural ou pas. Est-ce que Thomas, tu as d'autres ordres de grandeur, des éléments à donner? Non, en fait, vraiment l'étude de faisabilité, c'est un peu le fourre-tout entre guillemets, ou en tout cas, il n'y a pas de cadre déterminé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est très important de bien s'entendre dès le départ sur le niveau d'attente en termes de rendu et de livrable. Parce que quand on parle d'esquisse, ça veut tout et rien dire. Quand on parle donc c'est important que vous déterminiez des échelles de rendu, et ce que vous voulez avoir comme information pour engager une maîtrise d'œuvre derrière. C'est-à-dire cette maîtrise d'œuvre, est-ce qu'elle va déjà démarrer sur un AVP ou est-ce qu'elle va démarrer sur une EP? Et du coup, on peut avoir des études de faisabilité un peu différentes. Typiquement, une un peu plus light, entre guillemets, en tout cas plus amont, tel qu'on l'a évoqué, je l'ai évoqué tout à l'heure pour l'avoir rencontré, c'est les 4-5 axes qui ont été déterminés comme prioritaires dans le schéma directeur. Mais à ce stade-là, c'est juste un trait sur une carte. Donc là, on va travailler à valider son niveau de faisabilité et puis déterminer des tracés aussi qui ne sont pas complètement stabilisés. Et on va arriver à quelque chose qui permet d'avancer, d'éliminer ou de retravailler ou de valider des liaisons, mais qui va s'arrêter là. Parce que si on est sur 1 an et sur des budgets de 4-5 lignes, on va être entre 50 et 60 000 euros. Très grosse maille, je lance des chiffres comme ça. On n'ira pas au-delà en termes de finesse de rendu par rapport à l'autre exemple extrême que j'ai évoqué, une ligne où on va engager toutes les études réglementaires nécessaires. Et là, pour le coup, on n'a pas de surprise à la fin. Mais c'est 2 démarches différentes, mais qui font partie des études de faisabilité. Merci beaucoup, Thomas. Une autre question de Rebecca sur finalement le domaine de pertinence des études de faisabilité qui pose la question, est-ce que c'est nécessaire d'en faire si on est sur du marquage au sol ou sur de la signalétique jalonnement uniquement? Avec encore une fois dans le fil de discussion, Charles Maguin qui donne des éléments de réponse en disant que peut-être que dans ce cas-là précis, eh bien, ça peut ne pas se justifier, mais peut-être avec quand même un encouragement à faire quand même des études de FESA, parce que les études de FESA, elles peuvent être amenées, j'essaie de retranscrire ces propos, elles peuvent être amenées à finalement rediscuter la pertinence d'avoir une approche finalement du schéma directeur uniquement par du simple marquage au sol ou du jalonnement, et peut-être que de faire une étude de faisabilité plus globale, eh bien, ça va amener à poser d'autres questionnements et d'autres conclusions finalement que simplement le marquage ou le jalonnement. Et avant de te faire éventuellement compléter, Thomas, juste ajouter que quand même, l'étude de jalonnement, l'étude de signalisation directionnelle, c'est quand même une méthode. Ça ne se fait pas non plus comme ça. Il y a quand même un certain nombre de prérequis. Il y a une démarche globale à mettre en œuvre, avec une démarche de diagnostic notamment qui s'apparente en partie au diagnostic d'un schéma directeur des aménagements cyclables. Et donc, il y a quand même un aspect préalable quand même important dans l'étude de jalonnement. Je vous renvoie au webinaire qu'on avait fait sur ce sujet précis de la signalisation directionnelle des aménagements cyclables. Et puis, je laisse Thomas compléter. Et puis peut-être ensuite Charles aussi, si tu veux, ça fera le lien avec ta présentation par la suite. Oui, tu as déjà tout dit sur l'aspect notamment
non négligeable du sujet du jalonnement. Ensuite, la question du marquage sur une route départementale, je ne sais pas si c'est la solution qui a fait consensus de façon objective et qui répond à des ambitions moins hautes, en tout cas des élus, ou si c'est une solution par défaut parce qu'un aménagement d'une voie verte en accotement, c'était trop complexe, trop coûteux. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas parce qu'on a fait un choix d'aménagement qu'on est obligé de le garder seul et de balayer toutes les autres solutions qui existent. Ça m'est arrivé dans les 10-15 ans de porter des schémas directeurs cyclables sur des comités de communes de 50, 60 collectivités. Donc, on était vraiment grosse maille et surtout, l'axe idéal pour faire l'aménagement, c'était bien évidemment le plus direct, c'était la route départementale ou le long de la route départementale. Mais les coûts d'acquisition étaient tels, le nombre de voies était tel que un projet d'aménagement cyclable pouvait s'inscrire dans une double temporalité, c'est-à-dire avoir des aménagements sur des routes secondaires, des aménagements ponctuels de sécurisation des carrefours et de jalonnement sur des routes secondaires en parallèle de cette route départementale, tout en engageant les procédures d'acquisition foncière le long de la départementale et de proposer in fine avec un terme qui reste à définir, soit qui est affiché, soit qui est défini en fonction de la facilité d'acquérir les terrains, un aménagement structurant répondant au référentiel qu'on souhaitait fixer. Il y a cette notion-là de test qui peut être engagé ou de temporalité dans l'aménagement ou dans le choix d'aménagement pour la liaison définie qui doit être autorisé dans les esprits de chacun. Enfin, rien n'est définitif. Merci beaucoup, Thomas. Je vois que Charles a ouvert sa caméra. Charles, tu voulais peut-être compléter? C'était juste pour rebondir sur quelque chose que disait Thomas Guinet, avec lequel je suis d'accord. Je pense qu'un complément de réponse pour la personne dans le chat, pour Rebecca, c'est que même s'il s'agit de, comme je crois qu'elle l'écrit, de routes communales très peu fréquentées, il va y avoir des moments où elles vont certainement quand même croiser peut-être des routes départementales, celles-ci, ou en tout cas plus fréquentées. Peut-être qu'à ces endroits-là, qui sont les intersections, des zones compliquées pour la continuité cyclable, la sécurité des usagers, parfois avec des problèmes de co-visibilité, une vieille bâtisse qui masque un angle, ça peut arriver, ça nous est arrivé. Ça vaut peut-être le coup d'avoir quand même un niveau d'étude entre… parce que si on lance un AVP sans avoir un peu un programme clair sur ce qui se passe au niveau de ces intersections qui sont des points sensibles, ça va peut-être en tout cas rendre l'AVP un petit peu plus compliqué pour la maîtrise d'œuvre derrière. J'aurais peut-être complété avec cette réponse-là. Mais sinon, voilà, sur les routes communales peu fréquentées, bon. Merci beaucoup Thomas Guinet, Thomas et Charles Maguin. Merci Thomas pour cette présentation. Il me semble qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Je vous ai remis également le lien dans le chat vers le webinaire dédié à la signalisation directionnelle où du coup que mentionnait Thomas. Et également, je vais vous remettre pour ceux qui seraient arrivés depuis le lien vers le klaxon où vous pouvez répondre aux questions, notamment où vous en êtes actuellement dans votre schéma directeur, dans la réalisation de votre schéma directeur, si vous avez démarré ou non, et quels sont les enjeux actuellement auxquels vous faites face sur cette réalisation. On fera un point à la fin de la dernière présentation sur les retours que vous avez postés. Je vous annonce également que du coup, on avait prévu une fin entre 15h30 et 16h. Donc, pour que vous sachiez qu'effectivement, le webinaire ne s'arrêtera pas à 15h30, mais donc ira au-delà et maximum jusqu'à 16h. Je laisse désormais donc la parole à Charles Maguin pour la dernière présentation, pour effectivement nous préciser un peu. Vous êtes dans des niveaux de schéma directeur avec des réalisations très diverses et des niveaux de détail parfois qui peuvent être différents d'un schéma directeur à l'autre. Et donc aujourd'hui, comment effectivement
garantir, se reposer toujours la question de comment garantir un haut niveau de cyclabilité sur la base de la stratégie qui aura été définie. Je te laisse donc la parole, Charles, ainsi que la possibilité de partager ton écran. Parfait. Ouais. Alors là, Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais pas encore en plein écran. Ok. On y est? C'est bon, parfait. Voilà, donc bon, bah, je vais faire vite parce que si j'ai bien compris, on est un petit peu en retard sur le planning. Donc voilà, on a échangé du coup avec Thomas et Marie sur cette présentation pour parler du coup de notre spécialité qui est le suivi de la cyclabilité pendant les projets de maîtrise d'œuvre. Donc on va présenter celle-ci parce que c'est un acteur un petit peu particulier. Nous, on est un bureau d'études et de conseil spécialisé dans les politiques et l'urbanisme cyclable. On a une base à Paris et une à Rennes-Saint-Brieuc, mais on a surtout la particularité d'avoir une grosse partie de notre activité, plus des 2/3 de notre activité sur la maîtrise d'œuvre. Mais nous, on n'est pas maître d'œuvre, en fait, on est expert des questions d'aménagement cyclable aux côtés de maîtres d'œuvre qui peuvent être des VRD comme SCE, ou d'autres, et des paysagistes. Voilà. On fait aussi la stratégie et planification, les schémas directeurs cyclables que vous êtes en train de faire, on accompagne des collectivités pour le faire. Et souvent, on a justement une petite frustration parce que on a du mal à gagner ces marchés, parce que nous, on estime qu'il faut les pousser plus loin en faisabilité, sinon on se tombe sur une étape effectivement intermédiaires à faire pour faire le lien entre la maîtrise d'œuvre et le schéma directeur cyclable. Et donc, on a une activité assez importante d'études de faisabilité, donc d'études entre le schéma directeur cyclable et la maîtrise d'œuvre pour stabiliser les programmes. Puis on travaille effectivement aussi sur les services vélos et l'expertise. Par exemple, on a aidé un certain nombre de collectivités, alors plutôt des grosses, à définir des référentiels d'aménagement cyclable pour s'harmoniser dans les pratiques et se mettre d'accord quand on a des maîtrises d'œuvre. Là, par exemple, on a une grosse maîtrise d'œuvre pour la métropole de Tours, donc il y a aussi beaucoup de territoires ruraux, urbains, qui est une forme d'harmonie dans les différentes liaisons cyclables envisagées. Donc nous, on a à la fois une vision politique assez forte dans notre métier, donc on fait beaucoup d'accompagnement aussi sur l'acceptabilité, la concertation, voilà, une approche assez sensible du point de vue politique. Et le vélo, souvent, c'est assez politique parce qu'on doit bouger des lignes, faire des partages différents sur les espaces, faire des investissements, donc c'est assez politique. On a un vrai souci des logiques de continuité, d'itinéraire, et donc un point de vigilance particulier sur ces notions d'intersection, de branchement aux extrémités. Et donc voilà, ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup, et donc souvent avec nos collègues des maîtres d'œuvre voirie réseau divers, on est souvent d'ailleurs branché sur la partie analyse des carrefours pour en assurer la cyclabilité. Et puis, on va jusqu'au bout dans les phases travaux et la conception des plans, les phases travaux en AVP Pro puis réception. Et donc, avec parfois des tailles qui peuvent être assez pointues pour assurer la cyclabilité, donc les bordures, revêtements, marquages, etc. Donc, pour passer du plan vélo à l'opérationnel, on a voulu aujourd'hui dans cette présentation vous faire simplement un retour d'expérience sur quelques exemples pour parler des choses qui se passent entre ce plan vélo et l'opérationnel et les points de vigilance que nous, avec notre casquette cyclabilité, on s'est fait au fil des expériences, dans l'idée voilà, de vous aider à avoir ce regard quand vous rédigez éventuellement des cahiers des charges pour les appels d'offres ou quand vous suivez un groupement de maîtrise d'œuvre sur ces questions d'itinéraire cyclable, parce que ça reste quand même l'objectif principal de ces liaisons, c'est qu'elles donnent envie, qu'elles rassurent, qu'elles offrent un niveau de confort qui permette à un plus grand nombre de gens et de trajets effectués par les gens que ces trajets puissent être faits à vélo. Premier temps, et c'est quelque chose sur lequel je rejoins vraiment mon collègue de SCE, c'est la stabilisation du programme. Je crois qu'il l'a dit comme ça, mais nous, on l'utilise beaucoup comme ça. C'est voilà, on a le plan vélo. En fait, la première étape pour passer une commande de maîtrise d'œuvre, c'est d'avoir un programme, c'est de dire qu'est-ce qu'on va faire. Et en fait, le plan vélo n'est pas souvent assez fiabilisé en termes de faisabilité pour pouvoir faire ça. Et donc, il y a un vrai temps de stabilisation du programme.
Exemple, donc là, on est sur la communauté de communes de Liffré-Cormier au nord de Rennes. On avait un programme initial sur cet endroit en bord de départemental de pistes unidirectionnelles. Le raisonnement, c'était, bon, bah, il y a un petit bout de chaque côté, il y a un petit peu de foncier. Donc, un raisonnement géométrique qui est, bon, ben, il y a à peu près 2 mètres de chaque côté, ça rentre. On va faire des unidirectionnels. Et en fait, bah, quand on voit ça, on est assez vite un peu inquiet quand même parce que finalement, il y a quand même des contraintes importantes et tout mal rappelé aussi sur d'autres sujets, des fois techniques ou environnementaux. Ici, on a l'ONF juste à côté, à droite sur la photo, fortement présent et pas très à l'aise avec la proximité des arbres pour faire des infrastructures. L'écoulement des eaux. Et en fait, la largeur n'est pas si importante. Faire 2 pistes cyclables, c'est aussi un budget plutôt 2 fois plus important que si on fait, il y a 2 séparations à faire hein, qu'une seule. Et donc, en fait, on s'aperçoit, en tout cas, nous, c'est le résultat qu'on a dans pas mal de programmes, c'est que souvent, les programmes en bidirectionnel ont plus de facilité à passer, il y a moins d'acquisition foncière, ça nécessite moins d'espace et pourtant c'est du confort cyclable pour l'usager parce que c'est plus large, on fait des travaux que d'un seul côté, on a un coût maîtrisé. Donc là, le nouveau programme qui se dessine, ce serait plutôt ça. Alors c'est pas facile non plus, hein, ça veut quand même dire qu'il faut. En fait, et c'est vrai, hein, on sous-estime souvent la place qu'il faut pour faire des aménagements cyclables corrects. Et donc, si on essaye de les mettre au chausse-pied au stade du plan vélo, après, le maître d'œuvre, il va tirer la langue quand même pour trouver une solution, ou alors ça va coûter cher. Et donc là, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué. La bidirectionnelle va quand même nécessiter de se poser la grosse question du fossé, quoi, qu'on ferait à gauche, peut-être un décalage de chaussée, donc ce qui peut coûter aussi beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est vrai que les idées peuvent paraître parfois évidentes au stade du plan vélo, mais le regard des maîtres d'œuvre ou des experts cyclabilité qui commencent un peu à avoir l'habitude de ces choses-là peuvent aider à voilà, stabiliser la fiabilité du programme. Parfois, on a aussi eu des études, alors pour le coup, là, c'était des études de faisabilité, mais avec des choses très, très light, c'est-à-dire on a eu un programme qui est une série, enfin un fuseau et une série de points à problème avec par exemple l'idée, voilà, on va mettre là c'est PCB dans la photo en haut, une piste cyclable bidirectionnelle et puis il y a une étoile problème d'emprise. Et en fait, quand nous, on allait faire du terrain pour ça, et puis prendre aussi des mesures des fois à la main, parce que comme le disait mon collègue, ça arrive en fait assez souvent qu'on n'ait pas la topo, et donc on n'a pas vraiment les infos précises, mais l'œil aguerri et parfois un peu de terrain et de mesure, ça nous semble assez important, et on s'aperçoit assez vite que des fois, l'itinéraire est tout simplement pas réaliste. Et c'est pour ça qu'il y a cette étude intermédiaire, enfin là en question, en l'occurrence, elle n'était pas prévue. Ils nous ont passé commande d'un AVP, c'est dans la métropole du Mans pour le coup. Mais en fait, il a fallu challenger le programme. Et en fait, on a changé d'itinéraire parce que à cet endroit-là, l'itinéraire rouge, c'était pas possible. Vraiment, ça ne passait pas. Donc, on est parfois, en tant que maître d'œuvre, assez embêté parce qu'on nous passe commande d'une mission avec un programme, ça se chiffre sur l'idée qu'on fait une piste cyclable bidirectionnelle sur le tracé rouge et en fait, la vraie vie, c'est que le programme n'était pas assez fiable et il faut le re-questionner et repenser même là où ça passe et comment. Là, on va avoir aussi des solutions qui vont pas être de la piste tout le temps, mais parfois du réusage de voiries existantes apaisées, hein, comme disait tout à l'heure Rebecca, je crois. Voilà. Donc, c'est vraiment important et c'est la qualité de l'itinéraire cyclable aussi d'avoir vraiment un temps sur le programme. Après, on ne va pas se cacher, et c'était un peu en toile de fond évoqué par Thomas Joanneau du CEREMA, tous les bureaux d'études n'ont pas forcément la même vision de la cyclabilité. Il peut y avoir c'est pas une science encore parfaitement exacte, d'ailleurs ça ne le sera probablement jamais, la cyclabilité. Et donc, il y a des sensibilités différentes, voilà, des visions différentes, parfois des niveaux d'expertise aussi différents, ça existe aussi. Je prends un exemple, la chaussée alors à voie centrale bidirectionnelle, puisqu'elle a changé de nom récemment, puis on était associé aux réflexions du CEREMA. Alors nous, on est dans la team pas trop CVCB, on a tendance à les limiter et à les challenger quand on peut pour
enfin, c'est vrai que le CEREMA jusqu'à présent disait qu'il faut le faire en dernier recours. On a plutôt eu cette approche-là, d'essayer d'en faire d'autres solutions. En fait, si on a des voiries qui sont déjà très apaisées en milieu rural, bah, il y a des outils qui existent qui sont moins exotiques et plus faciles à comprendre. Ça peut être juste une notion comme ces vélos-rues magnifiques qui ont été faits par la métropole de Rennes en zone rurale, ou même le nouveau dispositif de voie verte, qui n'est pas forcément un site propre qu'on a construit à côté d'une départementale. Hein. Une voie verte, une route peut être tout à fait transformée en voie verte. Il s'agit d'en restreindre l'accès à un minimum d'ayant droit en automobile. Donc, quand on a certaines voiries qui desservent moins d'une dizaine de maisons, ça peut valoir le coup de se poser la question et de travailler la circulation du territoire, même dans un territoire rural. On a travaillé pour la communauté d'agglo d'Épinal, dans les Vosges, et il y avait une notion aussi de le chemin le plus court entre le bourg et le collège, c'est en passant par la forêt, c'est direct, c'est hyper tout droit, mais aujourd'hui, les voitures passent aussi par là. Comment faire pour que les collégiens puissent aller à vélo? On va en fait dire que ça, c'est plus pour les voitures. Il y a une alternative, heureusement, et on perd que 2 minutes en voiture. Bon, on peut envisager une voie verte, finalement, et de quelque sorte déclasser des morceaux de réseau routier qui ne sont pas forcément fermés aux voitures, mais qui sont plus fléchés pour le trafic de tout un chacun. Petite parenthèse sur la chaussée à voie centrale bidirectionnelle, elle ne fait pas partie de la liste des aménagements cyclables dans le L228-2 du Code de l'environnement, et donc théoriquement, on ne peut pas l'aménager en ville. Et en ville, ça veut dire à l'intérieur des panneaux rouges et blancs d'agglomération. Voilà, donc nous, on cherche toujours des solutions alternatives à ces choses-là, même si parfois, ça ne veut pas dire que c'est mauvais de l'avoir fait ou que ça ne marche pas. Mais bon, juridiquement, c'est un petit problème. Un point aussi qui nous vraiment... Alors là, ça nous travaille souvent quand on a un programme avec un enchaînement de typologies d'aménagement très variées. En fait, on a l'impression d'un travail qui s'est concentré sur les géométries, la possibilité de faire, et on s'est dit, bon, sur ce tronçon-là, on a 10 mètres de large, sur ce tronçon-là, on a 13 mètres. Et donc, on va faire des unidires quand on a de la place, puis une voie verte. Puis, en fait, ça conduit à un patchwork avec parfois des basculements de rive, des changements de côté pour les vélos. Et finalement, un itinéraire qui manque de cohérence, qui manque de continuité et qui ne va pas offrir une expérience sereine de mobilité. C'est-à-dire que vous n'allez pas être dans un mode où vous êtes détendu, vous allez tout le temps devoir changer d'environnement, de côté, etc., avec éventuellement des intersections du coup à créer qui peuvent être dangereuses. Et donc là, on avait un programme, par exemple, alors c'est encore la métropole du Mans, mais dans les périphéries un peu, 4 variations d'aménagement sur le linéaire de 1,5 km, 2 changements de rive et un giratoire en mixité. Voilà, nous, on nous a demandé d'avoir un certain niveau de cyclabilité. Et on a du coup challengé cette étude. Pour le coup, c'était une étude de faisabilité. Et on a, au début de notre AVP, voilà, on a essayé. On est un peu militant aussi, c'est vrai, il faut reconnaître. Donc, on a fait aussi un peu plus que ce qui nous était demandé. Mais on a obtenu un nouveau programme. Alors, ça demande c'est pas facile, hein, c'est pas un claquement de doigts. C'est sûr que ça pousse la collectivité un peu dans ses retranchements avec des choses peut-être plus difficiles, peut-être plus coûteuses, mais pour un résultat où là, on a pas de différence. On essaie d'avoir un aménagement très cohérent tout du long, du même côté, autant que possible en site propre. Bon, et en fait, j'ai dit souvent que la contrainte, c'est facteur de créativité. Si on se met pas des contraintes un peu fortes sur l'ambition, sur le cyclable, oui, on n'est pas forcément capable de trouver les solutions pour y arriver. C'est comme la page blanche. Si on vous dit écrivez une histoire, vous allez avoir du mal à écrire une histoire. Si on vous dit écrivez une histoire de pirate, c'est une contrainte et ça vous aide à écrire une histoire. Pour le vélo, je trouve que se donner la contrainte d'un vrai, de se mettre à la place des gens qu'on aimerait qu'ils utilisent cet itinéraire, ça nous aide en fait à obtenir des choses qui sont de meilleure qualité. Et puis parfois, l'étude de faisabilité, c'est aussi l'occasion d'améliorer le programme initial, de le faire monter en qualité. Et là, j'apporte aussi
quelque chose sur l'ambiance ou le contexte politique. Là, c'était le Grand Poitiers qui travaillait dans sa périphérie vers le campus universitaire et le CHU sur le projet de la mandature de la maire écologiste. Bon. Et les propositions qui étaient faites en programme, c'était dans un sens un cycliste qui est dans une voie de bus et dans l'autre sens d'aller prendre sur un terrain de sport pour faire la piste cyclable sur un espèce de trottoir. Donc un trottoir cyclable et en plus en allant ouvrir un terrain sportif que vous voyez là-haut. Voilà. Bon, nous, j'avoue que ça nous fait suer grandement de voir un truc pareil. Et on a du coup tenu compte aussi du fait qu'on était sur une demande politique qui était forte. Et en fait, il y a parfois aussi un discours qui est pas facile, enfin qui est pas facilement compris par les élus. Il leur était dit, vous aurez un site propre vélo de 2 mètres de large, unidirectionnel. Ça ne veut rien dire, ces sites propres vélo unidirectionnels de mètres de large, c'est du jargon technique. En gros, moi, je lui ai traduit à la maire de Poitiers, je lui ai dit, en fait, c'est une piste cyclable, c'est une piste sur le trottoir de 2 mètres de large. Effectivement, c'est un site propre, ça fait 2 mètres, c'est le trottoir. C'est pas ça qu'elle voulait. Et elle a dit, moi, je veux jamais plus voir une piste sur le trottoir. Donc, on a refabriqué le programme avec une ambition plus importante. Alors, du coup, ça a coûté cher en place de stationnement, il n'y a pas de doute. C'était des espèces de méga trottoirs stationnés, comme on le voit sur la photo en bas. Donc, on a un peu tout recalibré sur la chaussée, donc ça va coûter plus cher, etc. Mais dans ce contexte-là, finalement, c'était ce que voulait le client, vraiment. Et donc parfois, il ne faut pas chercher forcément à passer au chausse-pied avec des bricolages exotiques. Si on veut faire une vraie continuité cyclable de haute qualité, et là en l'occurrence c'était le projet de la mandature, il faut pouvoir y aller un peu en assumant la continuité et la qualité de l'itinéraire cyclable. Alors c'est pas facile partout et ça s'y prête pas. Là c'était nécessaire parce qu'il y a des étudiants et un CHU, premier employeur du coin, donc il faut de la qualité. Deuxième étape sur laquelle nous on intervient, donc après les études de faisabilité, la stabilisation du programme, il y a quand on rentre vraiment dans la maîtrise d'œuvre, nous on va travailler sur les études de conception avec 3 temps, on va dire. Une étude au tout début, en général c'est tout début de l'AVP, on propose de faire la conception approfondie des carrefours cyclables quand il y a des carrefours, parce que c'est des points sensibles et c'est des points où il y a de l'accidentologie, de la sécurité à créer. Là, on vous a mis quelques exemples de croquis qu'on a réalisés pour la métropole de Tours, dans la lointaine périphérie de Tours, c'est pour la commune rurale de Mettray. Donc, il y a un carrefour à la hollandaise, mais il y a aussi, ça c'est un peu exceptionnel, mais il y a aussi des petites choses toutes simples. Par exemple, les 2 autres croquis, il y en a un, c'est celui du milieu, c'est un raccord de piste bidirectionnelle avec une voie verte, où on a cherché à gérer distinctement les cheminements piétons et cycles, parce qu'en fait, vous fusionnez des choses qui se ressemblent, mais une voie verte, c'est pas une piste, c'est un endroit où il y a des piétons aussi. Donc, comment on rend les espaces lisibles pour que tout le monde s'y retrouve et en même temps qu'on assure une vraie continuité, ça peut se réfléchir. Également, exemple sur une intersection de la piste bidirectionnelle avec un chemin rural, on prévoit par exemple, d'une part la continuité de la piste dans l'intersection pour marquer sa priorité par rapport aux véhicules qui quittent la départementale, et puis une zone d'essuyage des engins agricoles pour essayer d'éviter l'encrassement à cet endroit trop rapide de la piste cyclable. Deuxièmement, là c'est relativement au début aussi dans la discussion avec la VRD, c'est toutes les VRD n'ont pas forcément une expérience importante du vélo et des aménagements cyclables, donc on va discuter un certain nombre de principes pour leur permettre de commencer à dessiner. Alors, ça peut être des questions de signalisation, de giration, de mobilier urbain et de stationnement, comme le disait mon collègue de SCE, les choix des bordures, le traitement des seuils, par exemple, assez vite leur dire que ça nous semble intéressant d'essayer d'éviter qu'on ait toujours des bascules trottoir-chaussée avec une bordure, même si elle est à 0 cm, mais essayer d'avoir une vraie continuité. Ça peut être aussi de leur indiquer qu'à chaque intersection, il va falloir prévoir une connexion cyclable, même si c'est une intersection mineure, simplement se dire le vélo est un véhicule, il est susceptible de quitter son cheminement pour rejoindre en mixité n'importe quelle rue à côté. Pour une voiture, on prévoit toujours qu'elle puisse aller dans n'importe quelle direction autorisée. Et pour les vélos, souvent on l'oublie. Donc voilà, donc effectivement, les dispositifs de contrôle d'accès qui sont parfois trop contraignants et puis qui conduisent finalement les vélos
à faire le tour, hein, donc ça embête les vélos, mais finalement ça n'empêchera personne de rentrer dans l'aménagement cyclable si on fait comme ça. Les questions de giration à angle droit, la photo en haut à droite, voilà. En vrai, les gens vont vouloir toujours tourner en arrondi, donc sur un plan, ça a l'air très bien parfois les angles droits, mais dans la réalité, ça marche pas trop. Voilà, donc on va se caler avec la VRD sur un certain nombre de sujets. Donc on n'est pas toujours à faire un méga référentiel, mais en tout cas, on se parle au fur et à mesure de la conception. Et puis, il y a la dernière partie. En général, il y a tout un temps de production chez nos collègues des VRD de plans. Et on propose ce que nous, on appelle une analyse de cyclabilité des plans en fin de phase AVP, en fin de pro, où en fait, on fait une revue de plan, mais sous l'angle de l'usage cyclable et de la qualité cyclable. Donc, on va regarder des questions de géométrie, vérifier que tous les mouvements autorisés sont prévus pour les cycles, sécurisés, organisés. On va peut-être proposer des petites modifications de conception, rajouter des feux, des panonceaux M12, enfin, ça dépendra, des petits îlots, ça peut être parfois les piétons qui sont oubliés, mais qui sont oubliés parce qu'on n'a pas l'habitude de gérer les interactions entre piétons et vélos. Donc ça, nous, on essaie de les rajouter pour formaliser ces interactions, puisque les vélos sont quand même des véhicules. Donc quand on traverse une chaussée comme une piste cyclable, eh ben, c'est mieux de l'organiser, en tout cas de savoir que ça existe. En pro, c'est des choses beaucoup plus légères. On est souvent moins présent au pro, parce que si on a bien travaillé avant, il n'y a quasiment plus besoin de nous, juste un petit peu. En général, il y a quand même encore des points qu'on regarde sur le positionnement précis des marquages, leur cohérence avec les prescriptions techniques, la signalisation verticale, parfois le mobilier urbain également. Voilà, ça c'était pour la conception. Et puis, parfois, ça ne vaut pas pour tous les projets, mais parfois ça vaut le coup d'avoir un regard spécialisé jusqu'à la réception des travaux, parce que c'est tout au long d'un projet en fait qu'il peut y avoir des choses qui se passent pas de manière optimale. Donc, ça nous arrive effectivement, pas dans tous nos projets, mais dans un certain nombre, de participer au suivi de la qualité cyclabilité pendant les chantiers ou en réception. Voilà, pour exemple, alors ça c'est un peu urbain, mais c'est pour vous donner le type de réflexion qu'on a eue. Bon, la pente en long est insuffisante pour permettre que l'écoulement des eaux se fasse sur une structure un revêtement en enrobé. Donc, on avait un problème parce que ça voulait dire que dans la piste cyclable, il y avait 2 revêtements différents. Ça crée une différence en termes d'usage parce que quand vous avez 2 revêtements différents, vous avez un effet visuel de rétrécissement de la piste cyclable. Donc, on a réfléchi des solutions, soit à base de faire la piste en entier dans le même revêtement qui fait de l'écoulement, soit envisager un caniveau en enrobé mais drainant. Enfin voilà, essayer de trouver des solutions qui préservent la cyclabilité. Et puis au stade de la réception, avec une visite sur site, on peut relever effectivement un certain nombre de choses qui parfois échappent à des experts de la voirie, mais qui n'ont pas forcément ce regard sur l'usage vélo qui nous va peut-être nous interpeller plus sur un certain nombre de choses. Bon, alors l'exemple ici est un peu trop urbain sans doute pour beaucoup d'entre vous, mais enfin ça se représente également et on va faire la réception des aménagements à Liffré-Cormier par exemple, qui est une Comcom de 30 000 habitants au nord de Rennes. Voilà, j'en ai fini et si vous avez des questions. Merci beaucoup Charles pour cette présentation. Encore une fois, on s'excuse pour le délai du coup supplémentaire, mais effectivement c'est un sujet où finalement ça nous paraît essentiel de pouvoir prendre vos questions sur tout ce qui est abordé sur cette thématique-là. Donc on va quand même prendre un temps de questions pour répondre à la présentation qui peut être de réaction suite à la présentation de Charles. Et ensuite, on arrivera dans un temps de conclusion où, du coup, on reviendra sur les enjeux que vous avez mis et surtout un petit temps de questions ouvertes sur la finalisation du programme qu'on prend également en compte. Voilà, en nous excusant encore pour ce petit temps supplémentaire. Thomas, je te laisse donc... Oui, Marie, alors oui, des questions pour Charles, pour toi Charles, et puis qui portent sur les projets que tu as proposés. Il y en a une, j'ai aussi posé des questions que je te retranscrirai. Il y en a une sur la vélo rural autour de Rennes. Est-ce que c'était sur des voies communales ou pas?
Oui, la métropole de Rennes était en charge, était maître d'ouvrage sur ces aménagements. Donc il dit, Ok. alors c'est pas nous qui les avons faits, hein. Alors là, je suis un peu jaloux parce que je les ai encensés, mais c'est pas nous qui les avons faits. On a perdu tous nos marchés sur la métropole de Rennes. Donc voilà, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Mais non, la métropole de Rennes et voilà, est maître d'ouvrage sur les voiries en question. Ok, très bien. Bah, une question sur un projet sur lequel je pense que tu es intervenu. En fait, il y en a deux. Il y en a une de Rebecca qui est donc sur l'exemple d'itinéraire décousu. Itinéraire décousu, oui. Est-ce qu'il y a une différence de prix entre le décousu et le cousu? Et moi, j'avais une question complémentaire là-dessus. Est-ce que vous avez à celle-ci une reco un peu, je sais bien que c'est une question, c'est compliqué de répondre à ces questions-là, mais est-ce que vous avez une recommandation à la louche, tu vois, d'une distance minimale où il faut vraiment un aménagement linéaire, uniforme, donc soit que bidir, soit monodir, parce que sinon on risque de perdre en crédibilité. Voilà. Ok. Alors, pour l'itinéraire décousu et la différence de prix, alors c'est pas moi qui me suis occupé directement du projet, donc je saurais pas dire avec certitude, mais je pense que ce serait mentir voilà. Je pense que il y avait une différence de prix et que c'était sans doute un peu plus cher, honnêtement. Pour ce qui est de cette histoire de décousu, ça c'est quand même quelque chose qu'on vraiment on le fait un peu systématiquement, d'analyser l'enchaînement et notamment de compter. On a même fait ça pour une formation en disant une des manières de faire des arbitrages entre différents scénarios, il peut y avoir de compter vraiment mécaniquement le nombre de fois où un cycliste est susceptible et doit traverser en fait une chaussée par exemple, si on passe de configuration unidirectionnelle à des configurations bidirectionnelles par exemple ou des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des recommandations à la louche de distance d'aménagement uniforme? Alors on n'y a jamais réfléchi comme ça, peut-être qu'on pourrait y réfléchir comme ça. Je dirais que on est plutôt dans le ressenti. Donc nous, on fait un peu de terrain. Donc on n'a effectivement pas formalisé. Donc je ne saurais pas forcément dire. Il y a des fois où on peut avoir aussi des changements de typologie d'aménagement, mais qui se sentent peu ou moins, ou en tout cas avec des branchements faciles. Par exemple, je pense à un autre projet au Mans où on s'est quand même limité qu'à deux types d'aménagements, mais donc c'était des vélorues et des pistes cyclables bidirectionnelles. Mais c'est des cas où à chaque fois, on avait des zones de branchement entre ces deux aménagements qui permettaient de quasiment pas sentir la différence. Un peu comme l'exemple où j'ai montré la voie verte qui se branchait donc là, je ne sais pas si j'ai encore la connexion. Oui, la voie verte qui se branchait sur une bidirectionnelle, si on soigne ces connexions, finalement, on n'a pas forcément un ressenti de changement d'aménagement. Mais par contre, c'est sûr que si on enchaîne de l'unidirectionnel en bande, puis une voie verte d'un côté, etc., là, c'est clair que le cycliste va le sentir. Voilà, donc pas de réponse précise, c'est peut-être une bonne question. J'ai peur que ce soit un peu trop en fait, ce que je constate et ce qu'on constate, c'est il y a parfois une limite aux recommandations techniques chiffrées et en fait, enfin, c'est pour ça aussi qu'on existe, c'est qu'il y a besoin d'une certaine comment dire, intelligence humaine au-delà des considérations techniques. C'est que ça ne rentre pas si facilement dans les boîtes le vélo parce que contrairement à la voiture, il est très souple enfin, une voiture, si l'aménagement routier ne marche pas, le système va vite se bloquer. Elle va pas plus pouvoir avancer parce elle est encombrante. Voilà. Un vélo, au pire, il y a des trucs qui se résolvent. Voilà. On veut éviter ça. Mais du coup, c'est un usage et un usager qui est plus souple et c'est tout un jeu d'équilibre entre être quand même exigeant sur un vrai niveau de qualité de service parce que si on dit toujours ils se débrouilleront, on n'a plus un réseau cyclable correct et en même temps on voit bien que c'est pas une science parfaitement dure la cyclabilité. Et après il y avait une question sur le décalage de chaussée à l'IFRE. Alors en fait ça c'est un truc qu'on a pas mal travaillé, enfin qu'on travaille avec l'Essonne. Donc ce que j'entends par décalage de chaussée, c'est quand on crée un aménagement, donc souvent bidirectionnel, contigu à souvent une départementale. On a travaillé ça pour notamment l'Essonne et puis aussi Ille-et-Vilaine. Mais c'est la question d'évaluer si ça peut valoir le coup de
de redécaler ce que j'entends par la chaussée, la partie des voitures, en fait, qui est un dôme avec son axe au milieu, etc. Donc ça, c'est très cher. Hein, décaler la chaussée, c'est cher. Parce qu'il faut refaire de l'infrastructure routière, en fait, puisque en gros, on la décale sur un accotement où il n'y a pas forcément, et puis même un peu à voir plus loin que l'accotement, où là, il n'y a peut-être même pas de fondation routière, puis on désaxe la chaussée, donc éventuellement, il faut refabriquer l'axe. Enfin, ça peut, voilà, des fois, on arrive à faire que la moitié de la chaussée, et donc on évite la grosse douloureuse, mais dans l'ensemble, c'est cher. Mais on s'est aperçu que parfois, c'était à mettre en balance avec, d'une part, la qualité et la continuité de l'aménagement cyclable, mais d'autre part aussi le coût et la difficulté des acquisitions de foncier agricole. On était dans un cas, l'Essonne, en fait, où il y avait une interdiction politique très forte de toucher au foncier agricole dans le secteur, parce que voilà, c'était la décision politique symbolique, mais importante pour l'environnement. Et donc, il fallait trouver des solutions. Voilà. Et en faisant le pendant avec les coûts d'acquisition, les coûts des avocats, notaires et autres démarches, plus le fait que le foncier en Essonne agricole était assez cher, on pouvait avoir parfois une décision qui n'était pas forcément si évidente que ça, que le décalage de la chaussée était inenvisageable. Voilà. Merci Charles. Juste sur ce décalage chaussée, je sais que je prends du temps, mais c'est juste parce que c'est quand même un enjeu. Là, tu parles d'une solution où vraiment on décale tout, le profil en toit, on le repositionne complètement avec des travaux très très chers. Il y a aussi une alternative qui a été expérimentée, enfin qui est à l'œuvre, notamment en département de Savoie. On a simplement assumé le fait de désaxer la chaussée. On désaxe le profil en toit, donc concrètement, c'est pas conforme complètement aux recommandations, mais donc les voitures sont un peu en dissymétrie sur l'axe, c'est-à-dire que l'axe il n'est pas aligné avec l'axe géométrique. Mais ça marche. Hein, donc, c'est juste une solution. Eh bien, écoute, moi, je suis très preneur de cet exemple, en toute franchise, parce que les départements… Charles et Thomas, je suis désolée, en termes de timing, on va arrêter les questions. Effectivement, je pense qu'il y a d'autres enjeux sur ça. Je me permets juste de vous couper parce qu'effectivement, il nous reste très peu de temps et je tiens absolument à terminer avant 16 heures. Il y a d'autres questions également, Charles, tu peux totalement effectivement rebondir dans le fil de discussion. Il y a également une dernière question sur les missions de vérification d'AVP, sur des AVP, enfin sur des études avant-projet déjà en cours. Donc n'hésitez pas à rebondir sur la partie discussion. Et je suis désolée de vous couper de cette manière-là, mais je vous remercie beaucoup pour effectivement toute cette présentation et ces échanges. Je me permets juste de repartager le tableau du départ. Enfin, c'est le tableau où vous avez posé quels sont les enjeux de mise en œuvre de votre schéma directeur. Donc avec effectivement différents enjeux où je vous ai pendant le webinaire mis aussi des documents à disposition. Normalement j'avais fixé mis à disposition où du coup vous avez eu pas mal d'enjeux et de questions sur les questions de gouvernance pour la mise en œuvre de votre schéma directeur. On a vu l'exemple effectivement de comment le Pays de l'Imbre avait travaillé sur ces enjeux de gouvernance. Donc vous avez en bas 2 webinaires dédiés aux enjeux de gouvernance avec différents exemples, différentes collectivités qui ont travaillé de différentes manières selon le niveau et les compétences qu'elles avaient. Également des enjeux sur la question du plan de financement. Donc on a également un webinaire dédié sur les financements qui existent actuellement et les possibilités, notamment type fonds de concours qui existent pour pouvoir financer des aménagements cyclables, ainsi que des difficultés vis-à-vis de la volonté politique et de calendrier dont les élections ont effectivement qui a été répété à plusieurs reprises, et également les enjeux sur la concertation. Sur la concertation, on vous précise également qu'effectivement, on devait avoir une personne, mais qui n'a finalement pas pu venir présenter un peu la partie sur la concertation. Donc, on vous donne le contact dans le tableau du Klaxoon pour pouvoir effectivement poser vos questions. Et on espère avoir d'autres occasions pour vous présenter un peu les enjeux liés à la concertation. Et enfin, un dernier webinaire qui a été présenté sur les enjeux sur leur agglomération, sur les aménagements hors agglomération, où certains, effectivement, aspects présentés pendant ce webinaire sont également présentés sous forme d'exemples de collectivités sur ces points-là. Je vais donc laisser peut-être la parole, je vais arrêter de présenter, la parole à Jérôme Hédon,
peut-être pour faire un point et pour poser vos questions. Donc normalement, vous avez tous accès à la possibilité de débloquer vos micros pour éventuellement poser des questions additionnelles sur la fin du programme. Je remercie avant tout effectivement nos intervenants, donc Thomas Guinet du bureau d'études SCE et Charles Maguin ainsi que du bureau d'études Solsi et Marie-Julie Masselin de la communauté de communes du Pays de l'Indre pour vos interventions et vos retours d'expérience très riches et vos recommandations. Vous aurez accès, bien entendu, a posteriori au replay ainsi qu'à tous les supports de présentation pour bien pouvoir effectivement vous réimprégner de tout ce qui a pu être partagé. Et je laisse donc la parole à Jérôme pour ce dernier temps d'échange avant de vous laisser. Jérôme, ton micro n'est pas activé. Là, ça marche mieux, désolé. Donc, merci Marie. Donc oui, là, dernière ligne droite au niveau des échéances techniques. On arrive sur la fin de programme. Donc, à savoir, comme vous le savez tous et toutes, que les rapports finaux doivent être déposés au plus tard le 30 juin. Donc, la pensée à déposer tout ça sur votre plateforme Agir, sachant que voilà, ces rapports doivent être soumis à un avis CRMA également et ensuite avis de l'instructeur ADEME. Donc voilà, c'est un petit temps d'étude. Ensuite, tout ce qui est échéance financière, donc, je répète, vous avez jusqu'au 30 septembre pour déposer votre état récapitulatif global des dépenses ainsi que le certificat de contrôle qui est sur le même fichier. C'est un encadré qui se trouve juste en dessous de l'ERG. Donc ça, par contre, vous avez jusqu'au 30 septembre pour le déposer sur votre plateforme Agir. Voilà, ça c'est vraiment les dates importantes à retenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers effectivement avec des questions Alors, Émilie Gris pose la question de… Le 30 juin par rapport à l'ERG. Émilie, est-ce que tu veux activer ton micro? Oui. Oui, donc oui, l'ERG, on a mis, ça a été mis sur les dossiers que c'était à soumettre au 30 juin, mais il faut savoir que vous avez jusqu'au 30 septembre pour les déposer, parce qu'au 30 juin, c'est la date à laquelle vous devez recevoir, enfin, les factures doivent être émises à cette date-là. Et donc, vous avez entre le 30 juin et le 30 septembre pour pouvoir régler ces factures. Mais si vous pouvez déposer votre ERG avant, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Charles Maguin vous souhaite une bonne continuation et une bonne fin de programme. Merci. Et des retours aussi, effectivement, sur les webinaires. N'hésitez pas, on est aussi preneurs. Je vois Ronan Philippe qui dit merci. S'il y a eu un avant au 30 août, on peut avoir les factures. Oui, l'avenant, pour ceux qui ont eu exceptionnellement un avenant de prolongation de durée, cette prolongation de durée est pour la réception des factures. Si l'action n'a pas été terminée, dans ce cas-là, vous pouvez recevoir vos factures jusqu'au 30 août, donc elles seront du coup recevables. Et le rapport final aussi peut être déposé à ce moment-là. S'il n'y a pas d'autres questions sur la fin du programme ou de souhait de prendre la parole, est-ce que si c'est bon pour tout le monde? Du coup, on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi pour ma part. Jérôme, je te laisse également. Et un plaisir d'avoir partagé ces 34 webinaires tout au long de ce programme à Vélo 2. Effectivement, c'est la fin donc, de ces webinaires-là. Ça a été vraiment des échanges assez riches et de pouvoir effectivement travailler webinaire par webinaire différentes thématiques. Alors, il y aurait encore, je pense, des webinaires et d'autres thématiques et d'autres sujets et d'autres exemples qui pourraient être présentés. Donc, effectivement, la suite, donc Jérôme pourra effectivement parler peut-être d'autres projets qui viendront par ailleurs. Mais vraiment, merci à tous pour ces échanges. Vous aurez accès, bien entendu, à tous les replays de tous les webinaires que nous avons avec un site